Voilà, Monsieur le ministre, que de préoccupations, que d'attentes, que de ressentiments. Alors, en écouter donc que ces réactions, on a l'impression que rien ne va. Alors, première question, dites-nous, d'une manière générale, quelle est la place de la culture dans les politiques publiques du Burkina Faso à l'heure actuelle? Merci pour cette invitation. Il faut d'abord commencer par donner un contenu à la culture. Qu'est-ce que la culture? Parce que ils sont nombreux ceux qui ont tendance à ramener la culture à un simple jeu de danse ou à un simple jeu de divertissement. Mais la culture est plus profonde que cela. La culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Au-delà de ça, bien entendu, mais il y a des éléments qu'il ne faut pas occulter. La culture, il faut savoir quel est le fondement de toute nation. Et quand on prend la définition de l'UNESCO, elle présente la culture comme l'ensemble des traits distinctifs, matériels, spirituels, psychologiques, qui caractérisent une société ou une communauté. Ça prend en compte les modes de vie, les arts, les lettres, tout un ensemble. Mais dans les différentes politiques au Burkina Faso, la culture a toujours été considérée comme un facteur de contribution au développement économique et social. Quand vous prenez la SCAD, la culture a occupé une place assez importante. Vous prenez le PNDS, dans l'axe 2 et l'axe 3, la culture apparaît comme étant un facteur stratégique de contribution au développement. Donc, à travers le PNDS, déjà, nous avons près de 13 projets qui ont été inscrits, ce qui indique clairement la conscience du gouvernement dans le travail à faire pour que la culture, le tourisme, les arts soient véritablement des éléments de développement. Oui, Monsieur le ministre, apparemment les attentes sont nombreuses de part et d'autre des différents acteurs culturels et touristiques. Alors, concernant ces 13 projets, alors est-ce qu'on peut avoir quand même l'essence, le contenu de ces projets et quel impact cela aura en tout cas pour l'univers culturel et touristique? Bon, je pense que c'est une très vaste question que vous posez, parce que dans le PNDS, si je dois commencer à... Il y a beaucoup de milliards, donc... à parler de ces 13 projets, ça risque d'être un monologue. Voilà, les plus en vue, quoi, voilà. Bon, les plus en vue, il y a d'abord la question cardinale de la stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif. Voyez-vous, aujourd'hui, si nous souffrons, c'est parce que le jeune, l'enfant, dès le bas âge, n'arrive pas à s'approprier des valeurs culturelles de notre nation. La conséquence, à un certain moment donné, ça devient de l'acculturation, c'est des actes d'incivisme. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas de référence. Et ça, c'est très dangereux pour une nation qui veut être forte en se fondant sur ses valeurs. Donc, il y a un projet assez ambitieux qui a déjà, bien entendu, commencé avec la formation de 200 enseignants des écoles de formation ENEP. Et ça, c'est un projet pilote. Ça va se poursuivre et nous allons faire en sorte que les différentes valeurs de référence de notre nation soient incorporées dans les différents ordres d'enseignement. Et en plus de cela, on peut souligner la question des infrastructures culturelles, qui est assez fondamentale, parce que le professeur Kizerbo l'a dit, une culture sans infrastructure, c'est un vent qui passe. Au Burkina Faso, on a enregistré un certain nombre d'infrastructures culturelles telles que les salles polyvalentes qui ont été construites à l'occasion de la célébration du 11 décembre, la célébration tournante. Malheureusement, ce sont des salles qui ne sont pas adaptées
ou qui ont simplement été mal faites. Ou souvent mal entretenues après. Oui. Non seulement mal faites, mais abandonnées. Oui. Quand on veut enterrer un cadavre, il faut l'enterrer entièrement. Mais en ce qui concerne ces salles, j'ai l'impression que les pieds, même le tronc, ont été laissés dehors. Et l'effort qui doit être fait, c'est de restaurer ces salles. Nous avons donc un projet à la matière dans le PNDS. Ok. Il y a beaucoup de questions, Monsieur le ministre. Nous aurons largement l'occasion de les évoquer. Oui, et soyez rassurés, jusque-là, ce n'est qu'une mise en bouche. Et tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans la première rubrique. Voilà, valoriser les expressions culturelles et renforcer le développement de l'industrie culturelle, tout un programme au cœur de la politique nationale de la culture adoptée en 2009. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Suivez plutôt ce reportage. Le Burkina Faso possède une richesse culturelle inestimable et les autorités gouvernementales ont à cœur d'œuvrer à sa valorisation. Du reste, le pays est surtout connu pour son dynamisme culturel, manifesté à travers l'organisation de manifestations d'envergure internationale telles le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, la Semaine nationale de la culture, le Festival international du théâtre et des marionnettes de Ouagadougou, le Festival international du théâtre pour le développement, le Festival Jazz à Ouaga et bien d'autres. Le patrimoine culturel national compte une quinzaine de musées à statut public, privés ou communautaires, avec environ 20 000 objets collectés, dont plus de 13 000 inventoriés. En marge de ces vestiges, les ruines de l'Europénie sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2009. Le secteur de la culture contribue à près de 3% au produit intérieur brut et occupe plus de 1,78% des actifs burkinabés. C'est donc à juste titre que le gouvernement Paul Kaba-Thiéba entend conforter le rôle de la culture dans le développement économique par la poursuite de la mise en œuvre des actions contenues dans la politique nationale de la culture adoptée en 2009. Il s'agit entre autres de l'accompagnement technique et financier pour la promotion des artistes, de l'opérationnalisation du Fonds de développement culturel et touristique, de l'inventaire du patrimoine culturel matériel et immatériel, de la valorisation et la formation des trésors humains vivants sur la transmission des savoirs et savoir-faire, de la mise à niveau d'infrastructures culturelles par leur réhabilitation et leur équipement. En outre, le gouvernement prévoit d'ici à l'horizon 2020 renforcer les capacités des acteurs des industries culturelles et touristiques, la création de conditions propices à l'expression et au rayonnement des talents des artistes, l'amélioration et l'accessibilité des infrastructures culturelles. Voilà pour ce reportage. Priorité tout de suite aux questions des citoyens que nous avons recueillis sur le terrain. Et tout de suite, nous suivons la première question. Monsieur le ministre, pourquoi le musée de Bobo, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas le soutien financier surtout qu'il doit avoir pour jouer son rôle? Monsieur le ministre, la question est tout à fait claire. Pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas de soutien pour le musée de Bobo? Je pense que c'est une question qui nous interpelle parce que dans le cadre du processus de la décentralisation, avec à travers le décret de 2009 portant transfert des compétences et des ressources aux collectivités, donc le musée de Bobo-Dioulasso a été transféré à la commune. Et à partir de ce transfert, il appartient donc à la commune d'insérer dans son programme de développement communal la question culturelle et touristique, bien entendu, en essayant de prévoir un certain nombre d'accompagnements pour ce budget. Cela n'a pas encore été fait, tel que nous l'avons constaté. Monsieur le ministre, mais est-ce que le département s'est lavé les mains là, ce transfert? Non, le département ne peut pas se laver les mains dès lors qu'il est là pour accompagner les collectivités. Nous avons déjà formé les collectivités, notamment les 13
commune des chefs de région sur les techniques d'élaboration de programmes de développement communal. Et ça, c'est la preuve que le ministère est proche des collectivités et est prêt à les accompagner pour prendre en charge de façon effective leurs attributions. Sur le point du musée de Bobo, nous allons essayer de travailler avec la commune pour que ce musée retrouve sa splendeur d'antan. Je pense que c'est bien noté. Nous allons suivre tout de suite, si vous ne trouvez pas d'inconvénient, donc la deuxième question. Comment un centre culturel qui n'a pas pour vocation de développer des activités lucratives peut être accompagné de façon permanente pour continuer de faire son travail? Monsieur le ministre, les centres culturels qui n'ont pas un but lucratif et qui apparemment croulent, en tout cas sous des difficultés. Bon, c'est une question, une fois de plus, qui nous interpelle parce qu'il y a assez de centres culturels qui visent la promotion des activités culturelles, qui visent la promotion de notre patrimoine et de nos valeurs, mais qui ne sont pas suffisamment accompagnés. Nous avons, de façon ponctuelle, apporté des appuis financiers et techniques à ces centres, mais la question telle qu'il pose, c'est de savoir comment mettre en place un accompagnement permanent. Sur ce point, il faut dire que le ministère n'a pas les ressources qu'il faut pour accompagner de façon permanente tous les centres culturels qui ont vocation à s'investir dans la promotion de notre culture. Mais lorsque des projets culturels sont initiés, il appartient donc à ces centres de saisir le ministère pour qu'on puisse voir dans quelle mesure accompagner, au regard bien entendu de l'impact que le projet peut avoir dans notre environnement culturel et touristique. Mais est-ce que, monsieur le ministre, vous avez communiqué un peu sur ces possibilités justement d'avoir des projets financés à votre niveau? Non, mais le ministère a toujours été sollicité quand il y a des projets culturels qui sont envisagés. Les centres culturels, nous sommes des partenaires. Et je pense que lors de la journée de la fête de la musique, j'ai fait le tour de pratiquement tous les centres culturels de la ville de Ouaga pour m'imprégner de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie, notamment des employés. Mais à l'issue de ce passage, par rapport à un certain nombre de faits qui ont été relevés, nous avons apporté des soutiens. Okay. Maintenant, s'il y a des activités, nous sommes appelés à apprécier, parce que ce n'est pas toutes les activités que le ministère peut accompagner au regard de la modicité des moyens qui sont à notre disposition. Par ailleurs, avec également la mise en place du Fonds de développement culturel et touristique, qui prévoit des subventions pour des projets non marchands, je pense que cette structure également peut être utile lorsqu'il s'agira d'apporter un appui à ces centres culturels. Oui, monsieur le ministre, encore une question que nous avons recueillie sur le terrain. Suivez plutôt. La question reste posée. Qui va venir en aide au village opéra pour terminer les infrastructures qui ont été commencées et pour construire aussi l'opéra? Voilà, monsieur le ministre, le village opéra de Lango, oui, qui cherche désespérément un soutien pour la finition. Quelle réponse, monsieur le ministre? Il faut dire que le village opéra de Lango, c'est une très belle initiative d'un Allemand, je crois, M. Christophe, paix à son âme. Schlingensief. Voilà. Je pense que cette initiative a permis de mettre en place une infrastructure assez originale, quelle que soit la chaleur. La toiture a été faite de telle sorte que, quelle que soit la chaleur, il y a de l'air assez agréable qui vous souffle, et puis vous ne sentez pas véritablement les difficultés liées à la température. Il y a des écoles qui ont été construites, il y a un dispensaire avec une maternité. L'État a accompagné ce projet à travers la mise à disposition d'un site, notamment d'un terrain, et à travers également l'accompagnement pour
les installations électriques et de l'eau. Aujourd'hui, il y a une prise en charge du volet santé et du volet éducation par l'État. La spécificité même sur le plan de la formation à l'école, c'est que cette école est déjà en avance sur la vision du ministère de la Culture par rapport à la valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif, parce qu'il y a des modules sur l'art et la culture qui sont déjà dispensés. Ce qui indique naturellement que le ministère ne peut pas être étranger à la situation de l'opéra de Lango. Tout ce que nous pouvons dire, il y a actuellement un projet de construction d'un théâtre de près de 600 places. Il y a déjà un peu de matériel qui est arrivé. Le ministère se met à la disposition de l'ONG, notamment l'épouse du défunt, pour voir comment on peut soutenir les projets de recherche de fonds pour achever cette belle initiative. Ok, mais est-ce que vraiment, au-delà du cri du cœur de M. Abdoulaye Ouedraogo, est-ce que peut-être le ministère ne gagnerait pas vraiment à aller documenter quand même les différents soucis qu'il y a pour quand même apporter un appui conséquent, quand même pour permettre, pourquoi pas, à l'opéra d'être autonome? Ouais. Bon, toutes les options sont envisagées. Le ministère a des structures qui sont assez ouvertes et qui suivent avec attention l'évolution de ces genres de situations. Dès lors que le contact est maintenu, je pense que toutes les options sont possibles. Si il y a la possibilité pour le ministère d'accompagner l'achèvement de cette infrastructure, c'est avec un grand plaisir que nous allons nous engager. Alors, Monsieur le ministre, s'il y a un fait qui aura marqué l'année 2016, et peut-être, en tout cas au-delà, votre première année donc à la tête de ce département, ce sont donc ces trésors du Faso, alors qu'on a organisé dans les 13 régions du Burkina Faso. Alors, quel bilan on peut en faire aujourd'hui? Bon, pour les trésors du Faso, personnellement, je pense que ça nous a permis de déceler à l'intérieur du Burkina Faso, dans les zones les plus reculées, des talents, des richesses touristiques, culturelles, artistiques. L'idée des trésors du Faso, si vous me permettez, j'étais allé un jour dans mes tournées dès ma prise de fonction. J'arrive dans un village en griffe perdu et le cadeau qu'on m'offre, c'est une œuvre d'art exceptionnelle. Je ne peux pas imaginer qu'un tel talent soit caché dans une telle localité. C'était quoi exactement? Une peinture, une sculpture? Lorsque tu viendras dans mon bureau, tu le verras. En tout cas, il trône bien au niveau de mon bureau et je suis fier d'observer cette œuvre chaque matin avant de commencer le travail. Je me suis dit, on ne peut pas concentrer les activités culturelles et touristiques dans la capitale, à Bobo-Dioulasso, alors que nous avons des talents qui sont cachés. Le Burkina Faso est un vaste champ d'opportunités, de potentialités culturelles et touristiques, mal connues, mal exploitées. Et je me suis dit, avec mes collaborateurs, il faut urgemment engager une action forte pour mettre en lumière ces potentialités, pour les découvrir, les encourager et créer une saine émulation entre eux. Nous avons eu l'accompagnement des partenaires, nous avons eu l'accompagnement des différentes chancelleries ici présentes et nous avons pu distribuer près de 15 millions d'encouragement aux lauréats. Nous avons distribué autour de 180 trophées aux meilleurs. Nous avons devant près de 8000 en moyenne, 8000 spectateurs en moyenne, permis à des artistes qui n'ont jamais eu le rêve de prester devant un tel public, de le faire avec passion. Et aujourd'hui, le Sénasa est en train
pour ce qui concerne les révélations musicales, de les produire. Pour ce qui concerne les révélations littéraires, il y a un processus qui est engagé pour l'édition des œuvres primées. Pour ce qui concerne les restaurants qui ont été primés, donc il y a la formation. Pour ce qui concerne les établissements touristiques, il y a également l'accompagnement qui est là. Je ne parle pas d'autres éléments des 10 révélations que les trésors du Faso ont effectuées dans chacune des régions. Oui, monsieur le ministre, justement, les gens, beaucoup ont condamné quand même le fait que les trésors du Faso sont venus de manière brusque et pratiquement ces trésors du Faso aussi ont été budgétivores. Alors, est-ce que c'est votre constat? Si on devrait budgétiser les trésors du Faso, on n'allait pas être là en train de parler de 15 millions affectés aux différents lauréats ou de parler, on allait parler en termes de centaines de millions. Ce n'est pas le cas. Les artistes qui prestent, ils ne demandent pas de cachet. C'est juste le carburant, le transport et puis peut-être les frais d'hébergement. Les troupes qui viennent, elles ne demandent pas de cachet. Quand vous prenez les différents sponsors qui nous accompagnent, mais c'est leur cœur qui parle. C'est leur cœur qui parle. Si on devrait mettre en avant le coût des trésors du Faso, le ministère n'allait pas être capable de les organiser. Okay. Ici, il s'agit d'une dynamique d'ensemble qui a été engagée. Tous les acteurs s'y sont retrouvés. Dans les régions, ce sont les opérateurs économiques qui accompagnent, ce sont les chefs coutumiers qui accompagnent, ce sont les représentants de l'administration qui accompagnent, et on arrive avec peu de moyens à réussir une grande activité dans une ville avec bien entendu tout l'impact que cela enregistre. Et quelle est la suite à présent de ces trésors du Faso? Est-ce qu'après les 13 régions, c'est le point final ou est-ce qu'il y a une suite? La culture ne doit pas se limiter à la révélation de quelques acteurs et s'arrêter là. Parce que c'est une vie qui est permanente. Les acteurs culturels naissent chaque jour. Et si on doit arrêter le processus, ça veut dire qu'il y aura, à un moment donné, une rupture par rapport à la détection des talents. Et quand vous dites que c'est un peu spontané, mais n'oubliez pas qu'il y a un objectif général. Dans le programme présidentiel, il y a la détection des talents. Donc, à l'intérieur de ce programme, cette activité concourt bien entendu à la détection des talents et bien entendu à leur accompagnement pour leur permettre aussi de briller sur le plan national et international. Donc les trésors du Faso vont se poursuivre, peut-être avec la prise en compte d'un certain nombre d'observations pour essayer d'améliorer l'organisation. Oui, on sait que vous êtes